Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et donc en ce vendredi 13 novembre, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour François. Alors Guy, comme d'habitude, pas mal d'actualités dans notre secteur cette semaine. Et on commence par un des événements de la semaine. C'était l'annonce d'une nouvelle gamme d'ordinateurs chez Apple. Alors bon, ça en l'occurrence, c'est pas forcément très original. Ce qui était plus intéressant, c'était la traduction concrète d'une annonce en juin. Nouvelle motorisation, autrement dit en bon français, nouveau processeur, complètement designé par Apple et fabriqué par TSMC. Donc une pierre évidemment dans le jardin d'Intel et d'AMD. Alors effectivement, l'annonce de juin, c'était l'abandon des processeurs Intel pour passer sur ARM. ARM. Donc ça, c'était une intention. Et puis, comme vous le dites, c'est la première concrétisation avec 3 nouveaux Mac. Donc MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini, donc les 3. Alors, c'est effectivement, il y a le nouveau processeur, mais en fait, ces nouveaux Mac qui sont au cœur de ces nouveaux Mac. Vous avez utilisé le terme motorisation. Donc, en fait, c'est un système on-chip. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est sur un composant. Il y a quasiment tout. Il y a la CPU, le GPU, il y a la RAM. Ce qui d'ailleurs pose un petit problème parce que ça veut dire que la RAM n'est pas extensible. Donc une fois qu'on a un système à 8 Go, il reste à 8 Go. Il y a les entrées-sorties et puis il y a un processeur spécifique intelligence artificielle, on va dire, pour simplifier. Donc c'est un événement, je dirais, important dans la vie d'Apple et dans le domaine des postes de travail. Juste un petit complément, en fait le composant ARM qui motorise ce Mac, c'est le même que celui qui est utilisé pour l'iPhone et pour l'iPad. On attendait la nouvelle version, en fait, qui est une version à 8 cœurs, des cœurs standards, et là on est toujours dans la version où on a des cœurs, 4 cœurs standards et 4 cœurs économiques. Donc c'est une version un peu hybride, si je puis dire. Alors c'est tout anecdotique parce que finalement Apple est aujourd'hui un fournisseur majeur dans le monde du PC, entre guillemets. Il est en 4e position, derrière Lenovo, HP, Dell, et avec à peu près 10% du marché. Et si on regarde les chiffres de 2020, le chiffre d'affaires d'Apple en 2020, c'est 275 milliards de dollars, donc c'est quand même ébouriffant, parce qu'il y a 10 ans, c'était 4 fois moins, donc c'est quand même étonnant, enfin incroyable. Et là-dedans, il y a 10%, c'est-à-dire 27 milliards qui correspondent à la vente de Mac. Donc c'est quelque chose de très important. Il y a 10 ans, on était à 17 milliards, et il y a 20 ans, on était à 4 milliards et demi. Donc vous voyez que finalement, il y a eu vraiment un effet d'entraînement avec l'iPhone qui représente maintenant 50%. C'est un peu moins que ce que ce n'était. On montait à plus de 66%. Donc l'iPhone est toujours un produit important, mais pas aussi important que ça. Et les autres produits, et surtout les services, arrivent maintenant à des montants substantiels, ce qui fait que je dirais que Apple a un portefeuille de solutions qui est beaucoup plus équilibré. Là où il y a 4-5 ans, vous vous souvenez, on n'arrêtait pas de dire Apple, ça devient une firme un peu monoproduit avec l'iPhone, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Et là, je dirais qu'Apple est en train de transformer un peu sachant que tout ça, ce sont des produits existants dont on parlait il y a déjà quelques années. Mais néanmoins, c'est une palette qui est plus diversifiée que ce qu'elle n'était auparavant. Puis j'ajouterais, Guy, si ça fonctionne, cette nouvelle offre de processeurs, on sait qu'il y a un Windows version ARM qui est plus que dans les tiroirs. Hein. Donc c'est forcément, pour le coup, un danger assez important pour Intel si l'essai se transforme et s'il y a un effet boule de neige chez les autres constructeurs. Alors, effectivement, ça ne va pas se faire en un jour, mais en tout cas, c'est quelque chose. C'est une tendance qui est engagée et effectivement, ça va être intéressant de voir l'évolution. Comment va évoluer ce marché. Très bien. Alors, on reste toujours dans alors qu'il était figé depuis un certain temps. En gros, c'était bis repetita. Les fournisseurs changeaient de position, mais bon, il n'y avait pas un grand changement. On prenait 1 MHz, 100 MHz de plus tous les ans. Là, c'est vraiment un changement avec d'éventuels nouveaux acteurs. Enfin, ça va être intéressant à suivre. Très bien. Alors, on reste toujours sur cet univers un peu du PC et des serveurs avec Microsoft et un de ses composants historiques, .NET, qui passe en version .5. On avait peut-être un peu oublié .NET, mais il est toujours bien là. Alors .NET, ça remonte aux années 2000. L'Internet était là depuis déjà quelques années.
Sun avait proposé son environnement en J2E, donc un environnement un peu général avec le langage Java qui date de 95. Et donc .NET était un peu la réponse à Sun, avec, j'irais, évidemment un environnement qui était très attaché à Windows, puisqu'à l'époque, Microsoft ne voyait que par Windows. Et puis, donc, on avait donc cet environnement qui s'appelait .NET Framework, qui était lié à Windows. Et puis, le temps a passé, et donc en 2014 déjà, il y a eu un infléchissement, et avec cette version .NET.5, on a maintenant un environnement qui est beaucoup plus ouvert, si je puis dire, à la fois côté, pour des développements d'applications côté client, mais aussi côté serveur, qui va être disponible en version Windows, en version macOS, en version Linux, sous processeur Intel et sous processeur ARM. Ouais, on reparle encore le lui. Sachant que dans cet environnement-là, il y a quasiment, pas tous les langages de la Terre, mais enfin, il y a quasiment tout ce que vous pouvez imaginer, qui peuvent être compilés dans un langage intermédiaire qui est, lui, qui est standard, la plateforme. Donc c'est une évolution de plus dont on parle depuis déjà un certain temps, de Microsoft vers le monde open source. Et on avait reçu la semaine dernière le patron de Red Hat France, qui, Red Hat c'est le principal acteur dans l'open source. Et c'est vrai qu'il y a une évolution, il y a un infléchissement de l'environnement du développement vers l'univers open source qui est quand même assez marqué, et qui est marqué aussi pour Microsoft, qui était vraiment, je dirais, le porte-drapeau du développement propriétaire avec quelques autres acteurs, mais qui a largement ouvert ses solutions aujourd'hui au monde open source. Très bien. Alors Guy, on change un peu d'univers, on parle de cloud, parce que sinon on ne pourrait pas faire cette émission si on ne parlait pas de cloud, évidemment. Une annonce qui peut paraître un peu surprenante, à premier regard, c'est une alliance entre OVH, qui se présente en parangon du cloud à la souverain, et Google, qui est évidemment l'incarnation des GAFA. Bon, alors après, quand on gratte, c'est un peu plus subtil que ça. Bon, alors, effectivement, on a déjà parlé d'OVH la semaine dernière, puisqu'il proposait des possibilités de solutions NetApp et puis Nutanix sur leur cloud. Et on avait expliqué que, en fait, alors qu'il y avait une première phase où l'objectif pour OVH était de développer ces data centers sur toute la planète, maintenant il y avait l'autre objectif, c'était d'enrichir son offre. Et ça fait partie de cet enrichissement de l'offre, qui est qu'il y avait un accord déjà entre OVH et Google. Et donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait de développer sur la plateforme OVH, je dirais une espèce de cloud privé-public Google. Avec la avec la technologie Anthos, et donc qui permet à une entreprise qui a utilisé cette technologie Anthos pour avoir un cloud privé de pouvoir migrer facilement ses applications sur OVH, donc sur cette plateforme hosted private OVH Cloud. J'ai plus l'appellation exacte en tête, et donc de pouvoir gérer des clouds. Du multi-cloud. Alors effectivement, la remarque que vous faites, c'est que OVH se présente comme le leader du cloud européen, deux, comme un des acteurs possibles du cloud souverain européen, puisqu'il est partenaire du projet Gaia, notamment avec T-Systems, et qui finalement voit un petit peu aussi de l'autre côté, parce que c'est peut-être le pragmatisme, le réalisme, savoir que malgré tout, le marché n'est pas seulement sur ce futur projet Gaia, mais qu'il y a déjà des acteurs qui sont bien établis et qu'il faut faire avec. Donc, je dirais qu'il y a un peu des deux. Ce sera en tout cas intéressant à suivre dans l'avenir. Mais je dirais qu'avec cette annonce, et peut-être d'autres qui vont suivre, OVH s'affirme vraiment comme un acteur incontournable du cloud européen. Muscle son jeu, si on peut prendre cette image footballistique. Alors Guy, on reste dans le cloud avec une autre annonce du côté de chez IBM, et c'est Cloudpak qui, là, pour le coup, prend le virage de l'automatisation. Je ne sais pas si dire c'était un virage, mais en tout cas, va encore plus vers une automatisation. Alors, quand on en avait parlé, effectivement, on avait présenté un peu les Cloudpak comme les AS400 du cloud. Donc, en gros, c'est des environnements packagés qui permettent d'être déployés de manière extrêmement rapide et faire du cloud hybride
on-premise et puis sur le cloud IBM. Là, IBM va un peu plus loin en apportant une automatisation un peu plus grande à 3 de ces solutions de Cloud Pak. Donc il y a Cloud Pak Automation, donc, qui est déjà une solution d'automatisation qui intègre les solutions RPA de IBM, donc Robotic Process Automation. Il y a le Cloud for Data et le Cloud for Security. Et donc, en fait, ces solutions-là, des solutions packagées qui, en fait, sont le fruit de l'accord, du partenariat, puis du rachat avec Red Hat, où IBM a redéveloppé complètement son infrastructure en basant tout sur OpenShift de Red Hat. Donc là, ça va permettre en fait d'avoir des solutions plus automatisées et qui sont également disponibles non seulement sur le cloud d'IBM, qui sont également disponibles sur les autres solutions de cloud public, donc AWS, Google et Azure. Donc je dirais que là encore, IBM élargit, enfin apporte, va dans le sens qu'on sait, automatisation, et qui enrichit son offre vers des horizons finalement qui font partie du paysage actuel des fournisseurs de cloud. Très bien. Et Guy, pour conclure cette première partie de notre échange, une acquisition, sinon, comme d'habitude, j'allais dire, cette fois-ci, c'est du côté de chez Adobe qui fait l'acquisition d'un acteur de la collaboration qui n'est pas très connu sur le marché français, mais quand même met plus d'1,5 milliard sur la table. Exactement. Donc c'est un acteur qui est basé dans l'Utah, donc effectivement pas très connu, qui représente à peu près 1000 salariés, mais 4000 clients, donc c'est une portefeuille de clientèle intéressante. Et donc, comme vous le disiez, 1,5 milliard, et c'est la 3e acquisition, donc après Marketo et Magento, avec un total de 8 milliards. Et donc, pour Adobe, c'est la manière de muscler son offre, je dirais, de développement de tout ce qui est digitalisation et campagne marketing, depuis la création jusqu'à l'activation de ces campagnes et le suivi avec les bons workflows qui vont avec. Et avec la possibilité aussi de faire le lien grâce à une API pour les Creative Suite. Donc, c'est les outils de développement d'Apple qui sont un peu l'autre partie, l'autre versant du monde j'allais dire Apple, mais Adobe. Bon, je dirais, Adobe muscle son offre. C'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, Adobe est un acteur très, très actif qui a encore les poches relativement pleines. Très bien. Alors Guy, notre sujet de la semaine, c'est les métiers IT de demain, avec une étude de Citrix qui a interrogé un certain nombre de décideurs européens pour savoir quelle vision à 2035, je crois, ils avaient de l'évolution des métiers de notre secteur. Alors, quand on dit 2035, donc c'est dans 15 ans. Et en fait, pour percevoir un peu ce que ça veut dire, il faut se dire qu'est-ce qu'il y avait il y a 15 ans. On est en 2005. En 2005, il n'y avait pas les smartphones et le cloud existait quasiment pas. Je ne suis pas sûr que le mot cloud existait déjà. Donc, ce qui veut dire qu'en 15 ans, ces deux solutions, outils ou produits, comme vous voulez les appeler, ont quand même changé assez considérablement notre manière de concevoir, d'utiliser, de travailler des environnements IT. Donc, en 2035, on voit bien que, en supposant que même il y ait une accélération, que c'est 2035, c'est quand même c'est assez lointain. Alors maintenant, c'est comme vous disiez, c'est une enquête qui a été faite par Citrix, qui, je dirais, qui n'est pas révolutionnaire, mais qui montre bien, réfléchissent à cette évolution sur 2 axes. Le premier, c'est savoir ce que vont devenir les salariés. Donc, est-ce qu'ils vont être augmentés ou remplacés ? Et puis, le deuxième axe, c'est comment vont fonctionner, comment vont être organisées les entreprises. Est-ce qu'elles vont être centralisées ou décentralisées? Et donc, vous voyez qu'avec ces 2 x 2, on a 4 solutions possibles, 4 scénarios possibles. Alors, bien sûr, je suppose que l'enquête ne donne pas de... Comment dire, elle explore les possibles, mais elle ne dit pas que tel scénario est plus probable que tel autre. Voilà, exactement. Et ça c'est intéressant. Le deuxième point, c'est en gros, dans cette solution augmentée, remplacée,
on voit bien que si vous êtes très fortement augmenté, à un moment donné, il est probable que vous allez être remplacé. Vous vous souvenez, c'est un peu la réflexion que faisait Daniel Cohen dans un de ses précédents livres, où il disait que quand vous faites une tâche 2 fois, il est probable qu'un jour ou l'autre, un logiciel va vous remplacer. Donc c'est un peu la même idée. Et donc là, c'est vrai que les personnes qui ont été interrogées, qui sont des responsables informatiques, donc qui sont au fait de toutes ces évolutions, ils ont conscience effectivement de ces 2 choses. C'est que 8 sur 10, à peu près pour les 2 items d'ailleurs, 8 sur 10 pensent qu'on va aller vers une automatisation accrue. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est un discours qu'on entend depuis très très longtemps, mais qui va finir par, dans le domaine des services, par se concrétiser, où toutes les solutions disponibles avec l'intelligence artificielle vont permettre de prendre en charge, je dirais, tout ce qui est travail, tâches de bas niveau, d'ailleurs, enfin bas niveau qui monte de plus en plus haut. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est en gros, ces solutions vont permettre d'enrichir leur travail et donc, je dirais, de redéfinir les contours, sachant qu'en plus, dans cette enquête, ça n'a pas été pris en compte, mais il y a l'événement dont on parle depuis 9 mois maintenant, qui est donc la crise sanitaire avec le télétravail, qui fait qu'il y a vraiment un changement d'organisation du travail. Donc, une enquête intéressante, mais qui devra être complétée, à mon avis, dans les mois qui viennent, pour prendre en compte cet élément-là et voir véritablement vers quel horizon va-t-on aller. Est-ce qu'on va vers une ubérisation du travail? En gros, c'est vous êtes chez vous un peu livré à vous-même, et puis votre lien avec l'entreprise est de plus en plus distant. Ou est-ce qu'au contraire, on va trouver des moyens pour faire en sorte que même si vous êtes à distance, vous restez bien intégré dans l'univers de l'entreprise? Donc il y a pas mal de choses qui vont être à réfléchir pour les mois et les années qui viennent. Très bien. Guy, ça c'était pour l'activité de la semaine. Pour la semaine à venir, un événement évidemment virtuel du côté de chez Sigfox, qu'on a peut-être un peu oublié parce qu'on parle beaucoup de 5G en ce moment, mais qui évidemment est toujours présent. Donc c'est Sigfox Connect, alors en virtuel bien sûr, le 18 et 19 novembre prochain. Donc Sigfox va faire un peu le tour de... On avait reçu, vous vous souvenez, le patron de la France. Donc ça, c'était effectivement un des événements qu'on va regarder attentivement, avec évidemment pour voir un peu ce qui arrive dans l'évolution de l'Internet des objets. Et puis le deuxième, c'est aussi un autre événement intéressant. Lundi prochain, Atos fait un point presse sur sa stratégie dans le domaine du cloud. Donc on sait qu'Atos est déjà très impliqué à un partenariat assez fort avec Google, pour le même, mais est également impliqué dans le cloud plus généralement. Donc ce sera un événement qui sera intéressant de suivre pour voir ce que va proposer Atos, qui est quand même un acteur important au niveau mondial. Donc rendez-vous vendredi prochain pour en savoir plus. Et puis on conclut par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Cette fois-ci, c'est du côté de l'Union européenne que ça se passe, avec une nouvelle enquête déclenchée contre Amazon, qui fait, pour le coup, l'actualité à tous les niveaux. Oui, alors on en parle tout le temps, effectivement. Je dirais que, comme on le dit, cette crise est un accélérateur des tendances, et donc avec fait apparaître des perdants et puis des gagnants. Et Amazon est clairement un gagnant, sauf que je dirais que dans ces gains, il y a la possibilité pour lui, dans le sens où il est à la fois, je dirais, un vendeur de e-commerce, mais il est aussi une plateforme qui intègre des vendeurs tiers. On voit bien que c'est une situation dans laquelle il y a un conflit d'intérêts qui est assez évident. Et donc là, je trouve que, on le sent, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, l'Union européenne maintenant devient de plus en plus pressante sur ces GAFA. Donc ça va être intéressant. Donc là, c'est une enquête, je dirais, antitrust sur le positionnement d'Amazon. Et puis ce qui va être aussi très intéressant, c'est de voir comment va réagir la nouvelle administration américaine par rapport à ce fonctionnement. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que finalement le nouveau président des États-Unis soit plus compréhensif que le précédent sur ce genre de questions-là. À mon avis, la défense des intérêts des 2 zones va se poursuivre. Va devenir conflictuelle, toujours.
Très bien, une suite au prochain épisode, si je puis dire. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative Hebdo. En attendant, très belle semaine. Merci.